L'une des pistes pour sortir du trauma serait donc de s'orienter vers ses ressources, de décider en conscience d'abandonner ses souffrances, de reconstruire une nouvelle image de soi en acceptant de ne plus s'identifier à nos traumas et en saupoudrant nos vies de confiance, de sécurité. La définition d'un trauma est un choc. Mais qu'en est-il d'un choc physique? Est-il aussi un trauma psychologique? Au bord du terrain de rugby, Claire Fleury, médecin du sport en charge de l'équipe du 15 Corsair, équipe de rugby de Saint-Malo. Elle reste attentive aux blessures de ses joueurs. Nous la rencontrerons dans son cabinet. Le traumatisme, c'est le moment où un événement extérieur vient perturber ton fonctionnement habituel et vient te donner une incapacité à exercer soit ton activité physique, soit, si c'est plus large, les gestes du quotidien. Et le traumatisme, c'est le moment où tu perds une partie de tes capacités, avec plus ou moins d'intensité. Et à partir du moment où il y a une répercussion dans la vie de tous les jours, forcément ça engendre un stress psychologique, puisque ça crée il y a la nécessité de repenser son quotidien, de repenser son activité sportive, de repenser son travail. Et du coup, il y a un impact émotionnel plus ou moins fort. Le traumatisme en lui-même, évidemment, a un impact émotionnel, en fait, cet impact émotionnel, il dépend aussi du contexte de survenue du traumatisme. Et qu'il soit généré par un tiers ou un traumatisme qu'on se fait soi-même, dans tous les cas, il y a plus ou moins d'impact émotionnel lié au traumatisme. Par exemple, si c'est un traumatisme généré par un tiers, il y a cette victimisation qui fait que l'impact émotionnel sera plus fort ensuite. Et après, si on pratique un sport à haut niveau et qu'on se blesse avant une grosse échéance et que du coup on perd la possibilité de participer à une compétition ou signer un gros contrat, il y a forcément un impact émotionnel et un impact émotionnel fort en fait, lié à la perte. Trauma. Réponse émotionnelle à un événement inattendu et violent. Un choc, qu'il soit physique ou psychique, un moment où une personne a pu avoir une réponse adaptée à la situation. Mais comment cela fonctionne-t-il réellement? Si les chocs physiques entraînent également des traumas psychiques, où se cristallise le trauma? Dans le corps, dans le cerveau? Doit-on apprendre à vivre avec ces traumas? Ou pouvons-nous nous en débarrasser? En 1987, Francine Shapiro découvre l'influence des mouvements oculaires sur les états émotionnels en observant des écureuils se déplacer dans un parc proche de son travail. Elle s'aperçoit alors que ces mouvements entraînent un changement de son état émotionnel. Le MDR est né. Les mouvements oculaires permettant au cerveau un engrammage correct des événements, le souvenir perd ainsi sa charge nocive. Plus la prise en charge est rapide après un événement traumatique, et moins le trauma s'installe. Sans prise en charge, les flashbacks, des émotions incontrôlables, des comportements imprévisibles peuvent apparaître. C'est ce qui est nommé SPT, syndrome post-traumatique. Cependant, le trauma ne se situe pas seulement dans la tête, dans le cerveau. C'est ce que nous explique Michel Chiteket, psychiatre belge et professeur de Somatic Experiencing. L'autisme, c'est beaucoup de choses, mais selon la définition de Peter Levine,
un figement qui s'est prolongé au-delà de la période qui a été utile. Donc la personne n'a pas pu répondre à une difficulté de la vie, ou en tout cas y a répondu en se figeant, en s'immobilisant. Le problème, c'est qu'elle reste immobilisée au-delà de la période où ça a été utile. S'immobiliser en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est de continuer à s'immobiliser après que l'événement soit passé. La psychiatrie classique ne s'est pas tellement penchée sur le traumatisme avec cette vision-là du traumatisme, bien qu'il y ait eu un précurseur qui était Pierre Janet, qui était un psychiatre français de fin du 19e, début du 20e siècle, qui avait déjà eu cette conception du traumatisme. Après, les psychiatres ont eu des vues très différentes du traumatisme. Et la notion que le traumatisme était un problème est apparue assez récemment. Les premières définitions du traumatisme, comme on le comprend maintenant, datent, en tout cas dans la psychiatrie américaine, de la fin du XXe siècle. Et c'est intéressant de voir que jusqu'à présent, les psychiatres considéraient pratiquement que le traumatisme n'existait pas, puisqu'ils disaient que c'était une réaction au stress. Donc la notion d'une pathologie liée à un traumatisme non résolu est assez récente. Psychologue né en 1942, Peter Levine est également docteur en biophysique médicale. Il comprend rapidement que l'événement ne constitue pas le trauma, mais plutôt la perturbation du système nerveux qui l'engendre. Levine n'ignore pas les autres aspects du trauma. Il se concentre simplement sur la réorganisation du système sympathique. On ne sort pas de son traumatisme, on renégocie son traumatisme. C'est ça un peu l'illusion de croire que tout allait bien, on est traumatisé, tout va bien et on oublie. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de renégocier, c'est-à-dire le traumatisme, la situation difficile, elle est restée, bien sûr, on ne changera pas ce qui s'est passé, mais la manière dont la personne le vit est totalement différente. Et elle le vit comme quelque chose qui est réellement passé. Alors qu'une des définitions du traumatisme, que d'ailleurs Pierre Janet avait très bien vu, c'est que pour la personne traumatisée, c'est comme si tout et le danger étaient encore là. Et c'est ça qui fait la grande différence. Quand la personne a résolu son traumatisme, le danger est passé. En réalité, il est passé, mais le client ou le patient ne le sait pas. Et toute la résolution du traumatisme, c'est de renégocier pour que finalement il se rende compte que c'est derrière lui. Imaginez maintenant une petite souris qui tombe nez à nez avec un chat. Le cerveau de la souris se met à réagir afin de permettre une réponse adaptée à la situation. Ces réponses sont non contrôlables. Elles sont automatiques. Première réponse, le combat. Impossible dans ce cas. La souris va passer à la deuxième réponse, la fuite. L'orthosympathique de la souris va accélérer le cœur et diffuser largement l'adrénaline sécrétée par les surrénales pour qu'elle puisse courir le plus vite possible. Malheureusement, dans notre histoire, le chat va mettre ses pattes sur la souris. Celle-ci va vivre une période de figement transitoire. Ce figement intervient lorsque le combat ou la fuite n'est plus possible. C'est également ce moment qui amène à la dissociation traumatique. Le système nerveux autonome est alors verrouillé. C'est la théorie du polyvagal dont se sert Peter Levine dans son modèle thérapeutique. Nous pouvons observer ce phénomène chez l'humain dans de nombreux cas. Agression, stress prolongé, accident. Le figement est alors la meilleure façon de survivre pour le corps. Chez les animaux sauvages, la sortie de cet état de figement est instinctuelle. Dès que le danger est passé, la souris va reprendre la fuite ou encore mimer le combat. L'animal sauvage évite ainsi toute séquelle traumatique. Malheureusement, l'humain a le plus souvent perdu cette capacité naturelle. Il peut alors rester figé des années, peut-être même tant qu'il n'a pas la chance d'avoir une rencontre thérapeutique qui lui permet de sortir de cet état. Il est à noter qu'un même événement peut traumatiser un humain et pas l'autre. Tout dépend de son vécu dans son enfance.
Plus la personne aura connu de l'insécurité et des traumas dans sa jeunesse, et plus il risque de rester dans ce figement, de n'avoir aucune possibilité de réagir aux événements qu'il va rencontrer dans sa vie. L'événement traumatique, pourtant fini depuis longtemps, a laissé une telle peur dans le corps que celui-ci ne perçoit plus l'absence de danger. Comme si le chat parti depuis longtemps semblait encore présent dans l'inconscient de la souris. L'approche de Peter Levine nous donne de l'espoir. Cela veut alors dire que nous n'avons pas à vivre avec nos traumas, mais plutôt à sortir de cet état pour simplement reprendre le cours de notre vie. C'est ce que nous allons vérifier avec Dominique Desgranges, professeur de Somatic Experiencing, vivant en Suisse. Il a été enseigné directement par Peter Levine voilà de nombreuses années. Alors, ma première approche du trauma était en réalité pas directe. Comme j'avais travaillé beaucoup avec des gens très traumatisés, mais sans avoir aucune connaissance sur le travail avec le trauma, je ne connaissais même pas encore Peter Levine. Et il y avait d'autres façons de travailler, bien sûr, avec. Ça veut dire quand j'étais dans un cabinet psychiatrique, on n'avait jamais utilisé ce mot trauma, qui est assez intéressant. Et après, quand j'ai commencé à faire plus de travail corporel, c'est dans ce champ-là que j'ai rencontré Peter Levine, d'ailleurs, et commencé à me passionner pour et comprendre que c'était en réalité presque essentiel pour pouvoir travailler thérapeutiquement. Donc, ma première rencontre avec le trauma, ça a été Peter Levine. En réalité, c'était plutôt un professeur qui expliquait qu'est-ce que c'était. Je pense que maintenant, je ne pourrais pas m'imaginer travailler thérapeutiquement avec une personne sans avoir des connaissances sur les traumas. Ouais. Parce qu'en réalité, ils sont toujours là. Ça veut dire on a toutes ces expériences traumatiques, elles font partie de la vie, même de la nature. On a des expériences de stress et tout ça. Mais, savoir comment les faire, c'était au moment où il y avait cette phrase de Peter Levine qui disait « on peut guérir les traumas ». Et ça m'avait beaucoup touché et intéressé, bien sûr. Comment faire? Qu'est-ce que ça voulait dire pour Peter et pour après le travail thérapeutique, bien sûr. Peter est pour moi maintenant, bien sûr. Le trauma n'est pas dans une histoire, mais il est dans le système nerveux. Ou il est gardé dans le système, si on veut. Peut-être même pas seulement le système nerveux. Mais principalement, il y a une désorganisation du système nerveux autonome qui a des programmes de survie. Et ces programmes de survie, c'est comme s'ils n'étaient pas finis. Ça veut dire que le système reste encore dans une énergie ou une action de survivre, hein, sans qu'il n'y avait plus de danger autour de nous, par exemple. Ouais. D'accord. Pour moi, un trauma, c'est peut-être il y a bien sûr plusieurs définitions, mais ça serait plutôt comme un système est submergé par une expérience, dépassé par une expérience. Et il ne peut plus ni courir, ni fuir, ni lutter. Il y a quelque chose qui est dépassé et qui va rentrer dans une immobilité et il va rester un peu coincé dans cette immobilité, comme s'il ne revenait pas à le système nerveux, à son état naturel, réciprocal entre le sympathique et le parasympathique, par exemple. Dans un trauma, tu n'as pas de choix. Le trauma, il arrive sur toi, tu te trompes dessus, si on veut le dire, comme ça, et tu n'as pas un choix pour ou contre. N'est-ce pas? Et remettre une possibilité de choix dans la personne et dans le système nerveux, bien sûr, aussi, pour changer les attitudes réactionnelles du système nerveux, je pense que c'est le travail autour des traumas. Ouais. Et le ramener, bien sûr, dans son état, et son état naturel. Ça veut dire être naturel, c'est être prêt pour, s'il y a un stress, un événement de survie, que le système puisse le faire et fonctionner. Hein. Mais que son système ne soit pas pris dedans quand il n'y a plus de danger encore.
Maintenant que nous savons exactement ce qu'est un trauma, nous pouvons noter qu'il peut venir de différentes sources. Le trauma transgénérationnel, trauma de développement ou encore trauma ponctuel. Pour Peter Levine, en tout cas, tous les traumas ont un fondement commun, qui est un figement, une immobilisation qui dure au-delà de la période nécessaire. Maintenant, chaque personne vit son traumatisme différemment, même s'il y a un mécanisme physiologique commun. Et donc, il n'y a pas... On peut regrouper bien sûr les traumatismes en différentes catégories. Et en gros, les deux grandes catégories, c'est ce qu'on appelle les traumatismes ponctuels et les traumatismes de développement. Donc les traumatismes ponctuels, c'est j'ai vécu un événement où un agent extérieur a menacé ma vie. Et donc là, la sortie du figement est essentiellement de type sensorimotrice. Comment je vais réussir de manière sensorimotrice à sortir du figement. Les traumatismes du développement, c'est un peu différent. La menace mortelle n'est pas nécessairement quelqu'un qui en veut à ma vie ou qui met ma vie en danger, mais c'est quelqu'un qui menace le lien d'attachement et qui fait peser une menace de rupture du lien d'attachement, ce qui pour l'enfant en développement est une menace aussi mortelle que si on voulait le tuer. Mais là, la réponse n'est pas sensorimotrice, puisqu'on ne peut pas échapper à ce type de danger par une réponse sensorimotrice, et là la réponse est plutôt de type émotionnel. Et donc l'achèvement de la réponse, puisque c'est la notion que les gestaltistes avaient déjà vue d'une gestalt inachevée, c'est achever et sortir du figement, soit par une réponse sensorimotrice dans le cadre du trauma ponctuel, soit par une réponse plutôt émotionnelle dans le cadre du trauma de développement. Maintenant, dans les différents types de traumatismes, aussi pour des raisons pratiques, on ne traite pas une agression comme on traite une opération chirurgicale, comme on traite une noyade, mais le fondement est le même. Nous avons découvert comment fonctionne le trauma ponctuel sur le corps par la perturbation du système nerveux. Qu'en est-il du trauma transgénérationnel ? Il faut que je largue les amarres, sortir enfin de ce brouillard, m'éloigner de cette fille toxique, cette rencontre maléfique.